Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte la grande histoire de la ville de Plovdiv, une des plus anciennes d'Europe, si ce n'est la plus ancienne. Et tout ce qui s'est passé ici est tellement fascinant que ça mérite bien de prendre quelques minutes pour que je vous le raconte. Vu tout ce qu'il y a à dire, la vidéo sera divisée en deux. Je pense que c'est mieux ainsi, et pour vous, et pour moi. Il était une fois, il y a près de 8000 ans, quelques collines au bord d'une rivière. Peu à peu, de curieux humains, venus du sud et de l'est, commencèrent à explorer l'endroit, puis certains s'installèrent. La région était fertile, l'eau était proche et les collines offraient des abris naturels contre les éléments. Des conditions de vie idéales qui permettent aux habitants de prospérer et attirent de plus en plus de monde dans les environs. La ville commence à s'organiser et une première colonie avec des infrastructures communes se crée ici. Les historiens auraient retrouvé des traces d'appellation pour ces installations. Il semblerait qu'à l'époque, on se référait à ce lieu sous le nom de Molpias. C'est l'un des plus anciens noms pour un centre d'habitation humain que l'on ait retrouvé. La population continue d'affluer et les échanges avec les voisins s'intensifient. On discute ici et là de tatouages, de superstitions, de méthodes de poterie, et on commence à s'échanger des têtes de flèches en bronze, tout en sachant que les autres marchands de la région les accepteront eux aussi. Nous sommes plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est la naissance de la civilisation des Thraces. Un peuple prospère de fiers guerriers, très doué pour les arts et l'artisanat. Sous l'influence de la redoutable tribu des Bessi, la ville de Molpias se dote de ses premières fortifications militaires. Toutefois, les Thraces ne brillaient pas par leur sens de la politique et de la diplomatie. Certains auteurs grecs de l'époque décrivaient ce peuple comme le plus puissant et le plus prospère de tous, et voyaient cette incapacité du peuple à s'unir comme une véritable bénédiction pour leurs voisins. Ce qui permit aux Perses, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, d'obtenir plusieurs succès militaires majeurs face aux Thraces et de s'accaparer de la ville de Molpias pendant un temps. il y a bien eu une tentative d'unification par le royaume des Odryses, mais même là, c'était pas vraiment ça. On parle d'un royaume qui a eu jusqu'à 3 rois à la fois, dont certains héritiers s'échangeaient les titres, et globalement, on ne savait jamais vraiment qui dirigeait quelle partie du pays, et quelle tribu était ou non rattachée au royaume. En 342 avant Jésus-Christ, Homolpias, qui était retourné sous le contrôle des Thraces, tombe aux mains du roi Philippe II de Macédoine. L'invasion des Macédoniens signe la fin du royaume d'Odris, qui laisse derrière lui des volontés de renaissance et quelques tribus indépendantes. La ville sera alors intégrée au royaume de Macédoine sous le nom de Philippopolis et connaîtra une nouvelle phase de développement. Cependant, 70 ans plus tard, Philippopolis sera pillée et partiellement détruite par des troupes celtes, mises en déroute après une campagne d'invasion de la Grèce désastreuse. Cela déstabilisera énormément le développement de la ville, dont le contrôle se partagera par la suite entre les Macédoniens et les dernières tribus thraces. Finalement, en 72 avant Jésus-Christ, c'est les troupes de la République de Rome qui frappent à la porte de la ville. alors que Jules César conquiert la Gaule, Philippopolis et les tribus thraces résistent encore et toujours à l'envahisseur. En 27 avant Jésus-Christ, la République romaine se transforme et deviendra un empire encore plus conquérant. Et finalement, en l'an 46, Philippopolis, ainsi que toute la région, passera sous le contrôle des Romains. La province de Thrace est importante pour les Romains, et la ville sera particulièrement intéressante pour garantir un contrôle de la région et permettre un bon développement économique. Philippopolis devient donc la capitale de la province, et on y construit de nombreuses infrastructures, des voies romaines, et surtout, ce magnifique théâtre. La plus grande et la plus charmante de toutes les villes, dont la beauté brille depuis le lointain. Voici les mots qu'utilisait Lucian pour décrire la ville. Et c'est pas rien à l'époque de recevoir des compliments de la part de Lucian, étant donné que c'est considéré comme une des figures majeures de l'écriture antique. Et on considère d'ailleurs que ses travaux ont inspiré 2-3 personnes un peu connues, du genre Rabelais ou William Shakespeare. Et tant qu'on parle de superstars, j'en profite pour vous inviter, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, histoire de montrer un petit peu aux algorithmes que il y a des vidéos un petit peu sympas par ici et me permettre à moi aussi d'atteindre à cette tant convoitée célébrité. La ville est prospère et on estime qu'il y avait alors environ 300 000 habitants pour une population mondiale de moins de 200 millions. En termes d'importance, la ville est donc comparable à Paris aujourd'hui. C'est alors que, Autour de l'an 250, les troupes goths menées par le roi Cniva saccagèrent et brûlèrent la ville.
des rapports romains évoquent le nombre de 100 000 morts, soit un tiers de la population de Philippopolis. Cet événement, qui prend place au milieu d'un conflit bien engagé, forcera Rome à sortir les grands moyens. On ne s'en prend pas comme ça à l'un des joyaux de l'Empire. Accompagné de son fils et de son armée, l'empereur Decius prendra en chasse l'armée de Cniva pendant des semaines. C'est finalement à Arbitrus, à plus de 250 km, que les deux armées se rencontrèrent. Les troupes romaines prennent rapidement le pas sur leurs opposants et l'empereur Decius décide de charger et d'abattre les déserteurs. Ceux-ci, dans leur fuite, les dirigent vers un grand marais, ce qui révélera, bien trop tard, le plan du roi Cniva. Un tiers de ces hommes, des archers principalement, étaient restés en embuscade et abattirent les troupes romaines, incapables de se défendre. On ne retrouvera jamais le corps de l'empereur ni de son fils, mais on retrouvera son trésor disséminé dans tout le territoire du roi. C'est la première fois qu'un empereur romain meurt aux mains d'une puissance étrangère, et on considère que cela marque le début de l'effondrement de l'Empire romain. Mais bien que l'Empire s'épuisera dans des guerres avec les peuplades germaniques et nomades, un effort sera tout de même fait pour reconstruire Philippopolis, étant donné sa très grande importance. Un des marqueurs de la perte d'influence de l'Empire romain, c'est la conversion progressive au christianisme, dont on retrouve d'ailleurs des traces à Plovdiv, comme par exemple juste derrière moi, où on a retrouvé les restes d'une basilique qui avait été créée au 4e ou 5e siècle. Durant les dizaines d'années à venir, la ville de Philippopolis retrouvera peu à peu sa taille d'origine. Quand tout à coup, alors que Rome a mobilisé une grande partie des troupes de la province de Thrace et des environs pour se battre contre l'invasion des Vandales en Afrique, en l'an 441, les Huns d'Attila débarquent et pillent la ville, puis s'en iront vers Constantinople, en ne faisant face à presque aucune résistance. C'est probablement ce dont se moquait Alexandre Astier dans Camelot, en représentant ce légendaire conquérant à la tête d'une armée de seulement 2 personnes. Les menaces se multiplient, de nombreux territoires sont ravagés par les guerres, et affaiblis par ces conflits, l'Empire romain se démantèlera peu à peu. En l'an 476, l'empereur Romulus Augustus de Rome renonce au trône au profit du barbare Odoacer. Pour autant, la ville de Philippopolis ne se retrouve pas sans dirigeant, et reste même officiellement romaine. Le Sénat transférera à Constantinople tous les signes du pouvoir romain. Alors certes, Constantinople est romaine, mais c'est une ville lointaine qui ne partage pas du tout la même culture. C'est un peu comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Paris est tombé aux mains des nazis, la France avait décidé d'abandonner tous ses territoires européens et de déclarer que de toute manière, la capitale, ça a toujours été Brazzaville. C'est pour cette raison que les historiens, bien que le nom Empire romain ait continué d'exister, préfèrent parler d'Empire byzantin, et c'est ce que je ferai aussi lors du prochain épisode.